Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, avec une question qui va nous animer durant cette discussion. Quelle stratégie patrimoniale mettre en place d'ici la fin de l'année Si l'on se pose cette question, c'est pour deux raisons. Première question, face à l'évolution du contexte politique en France, avec le résultat des élections législatives, l'instauration d'un nouveau gouvernement et les questionnements que cela peut amener, notamment sur le plan fiscal, mais aussi face à un contexte économique et notamment de baisse des taux amorcée par la Banque Centrale Européenne, mais aussi par la Fed aux États-Unis. Quelle incidence sur la gestion de son patrimoine? Une question que nous allons poser à deux experts du sujet. Nous avons le plaisir d'accueillir tout d'abord Amélie Branchu. Bonjour Amélie Branchu. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Arkea Banque Privée. Et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Benoît Lombard. Bonjour Benoît Lombard. Bonjour. Vous êtes président de Maison Laplace. On va commencer avec vous, Amélie Branchu, peut-être sur le contexte politique dans un premier temps. Alors la séquence politique a été longue en France. On a suivi effectivement la dissolution de l'Assemblée nationale, le résultat des élections législatives, la formation d'un nouveau gouvernement qui n'a pas totalement éloigné les craintes de changements fiscaux en France d'ici la fin de l'année. On reste dans un contexte un peu flou en matière de fiscalité et de choix à faire. Et pourtant, il faut quand même accepter l'idée que les choses vont peut-être changer et qu'il faut peut-être agir sur son patrimoine ou anticiper des évolutions. Comment est-ce qu'on gère au quotidien? Comment est-ce qu'on fait ces choix juridiques, fiscaux, dans un contexte d'incertitude comme celui-là, Amélie Branchu? Alors aujourd'hui, effectivement, le contexte est totalement flou, puisque autant les années précédentes, on avait une certaine stabilité. Aujourd'hui, on redécouvre, avec les élections législatives du mois de juin, on redécouvre la façon dont fonctionne une loi de finances et quel est l'impact que ça peut avoir dans les stratégies. Donc, ce qui est important, c'est que toutes les opérations que l'on va passer au plan qui vont impacter l'impôt sur le revenu d'ici la fin de l'année, on n'a pas de certitude sur le sort fiscal qui va être engrangé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait rien et qu'on attend d'avoir des certitudes? Non, on se prépare quand même. D'accord. Non, on se prépare quand même. On fait avec ce qu'on connaît aujourd'hui, avec les règles actuelles. D'accord. On fait avec les conseils des clients, experts comptables, avocats, notaires. On se met en ordre de marche. Même si tout le monde est dans le flou, il y en a pas certains qui savent plus que d'autres. Non, personne sait. On entend beaucoup de choses dans les médias, on lit beaucoup de choses, on a quelques pistes qui sortent à l'heure actuelle. On prépare nos opérations. Si la loi reste telle qu'elle, on passera un maximum d'opérations avant la fin de l'année, puisqu'on le sait très bien que dans le contexte actuel, il y a peu de probabilité que dans le futur, il y ait une baisse fiscale. On va plutôt aller vers un durcissement. Donc si je comprends bien, on prépare tout et on attend de voir ce qui va sortir de cette prochaine loi de finances pour savoir si on passe avant la fin de l'année ou non, c'est ça? Dans quelle mesure on va passer dans la fin de l'année? D'accord, ok. Donc il y a plusieurs volets. Il y a le volet impôt sur le revenu, il y a le volet sur les donations, puisque le volet donation, tant qu'on n'a pas passé les actes, la règle fiscale ne s'applique pas. Par contre, le jour où on a passé la donation, on ne revient pas en arrière sur ce qui a été passé. Contrairement à l'impôt sur le revenu, où le fait générateur est au 31 décembre. Donc effectivement, sur le sujet de donation, on peut continuer quoi qu'il arrive, et limite on peut même inciter à le faire tant qu'on estime que le contexte est plus favorable aujourd'hui que demain, si je comprends bien. C'est exactement ça. Benoît Lombard, on va évoquer peut-être dans un instant aussi le sujet économique, mais d'abord sur cette incertitude politique, est-ce que ça fige des stratégies patrimoniales ou est-ce que ça amène plus de créativité ou plus de patience sur le sujet? Il y a d'abord un aspect pédagogique. On explique aux clients qu'il y a trois blocs. Il y a qui les travaillent. Il y a l'IFI, les droits de mutation des gratuits, on vient d'en parler, et puis l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu, c'était rappelé, c'est au 31 décembre. Et là, on ne connaît pas, à l'instar de chaque année, à quelle sauce fiscale seront mangées les opérations qui ont été engendrées entre le 1er janvier et le 31 décembre. Le seul problème, c'est qu'au mois de juin, il y a une dissolution, et puis on a rabattu les cartes, et on ne sait pas à quelle sauce fiscale on sera mangé. Donc, ce qui suppose d'avoir un certain attentisme avant de voir les pistes qui vont se dessiner. Et d'ici le 31 décembre, à partir du moment où les pistes seront un peu plus éclaircies, nous aurons la faculté de pouvoir générer des opérations avec incidence fiscale au titre de cette année. D'accord. Donc, le projet de loi de finances en discussion, est-ce qu'il va s'appliquer à partir du 1er janvier de l'année prochaine, ou est-ce qu'il va s'appliquer au 31 décembre, donc sur tous les revenus de l'année? Ça, c'est une question qu'on se pose. On attend, on est dans les starting blocks, et les opérations qui devront être naturellement générées cette année. On sait qu'on a une piste sur la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui a été créée par François Hollande en 2012. Alors, ce qui est exceptionnel, c'est ce qui sort de l'ordinaire.
C'est la définition. Ouais, bien La sûr. contribution exceptionnelle, elle est parfaitement leur... ordinaire parce qu'elle ne bouge pas depuis 10 ans. C'est génial. Donc, mais on sait qu'elle devrait naturellement un peu augmenter. Ce qui veut donc dire que tous les revenus ou toutes les plus-values qui ont été générées cette année risquent, pour certains contribuables, d'être taxés à un taux supérieur. Et donc, c'est un détournement du taux d'imposition de la flat tax qui est, j'allais dire, au même niveau pour tous, Bien sûr. avec un taux majoré pour ceux qui sont les plus aisés d'entre nous. Et ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut, par exemple, décider de distribuer des dividendes et de ne pas les mettre en paiement au titre de cette année. Donc, mais ça, c'est à partir du moment où on aura la certitude que le taux de la contribution exceptionnelle sur le revenu s'appliquera qu'à compter de l'année prochaine. Ce que je ne sais pas, ce que personne ne sait. Donc, on a des grandes oreilles, on a des réseaux, on écoute, et puis on essaie de sortir, on essaie d'anticiper, et puis on essaie de délivrer le meilleur conseil aux clients qui repose sur un point fondamental. Pas de précipitation. Amélie Branchu, est-ce que cette situation est source d'angoisse pour un certain nombre de clients qui appellent en disant « bon, je ne sais pas quoi faire » et j'ai l'impression que vous aussi, vous restez dans un certain attentisme à l'heure actuelle. Est-ce qu'on ne va pas louper le coche, entre guillemets, et se retrouver un petit peu trop tard à se rendre compte des décisions gouvernementales ? Alors, angoisse, je ne pense pas. À aujourd'hui, les clients recherchent du conseil. Comme on vient de le dire à l'instant, comme le disait Benoît, il y a un grand travail de pédagogie à avoir avec les clients. C'est ce qu'on fait au quotidien chez Arkéa Banque Privée. Mais d'angoisse, non. Par contre, on va précipiter potentiellement les opérations sur la fin d'année. On se prépare. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est sur des stratégies patrimoniales. Donc, on est sur du long terme. Il y a un objectif derrière le client. Il ne faut pas l'oublier. On va dire que la règle fiscale, ça va être la cerise sur le gâteau. Mais si on doit sortir des dividendes ou si on doit vendre des parts de sa société d'exploitation, pour le coup, il ne faut pas passer à côté d'une opération de cession uniquement pour des raisons fiscales. Donc c'est tout un contexte qu'il faut apprécier et on ne fait pas une opération uniquement dans un but fiscal. Il y a tout un tas de projets derrière à respecter. Sur le cas particulier, par exemple, d'une cession d'entreprise, effectivement, on ne la fait pas uniquement pour des raisons fiscales, mais la fiscalité peut être plus ou moins avantageuse selon effectivement les décisions prises au niveau gouvernemental. Là, ça remet en cause potentiellement un départ à la retraite de dirigeants, une cession d'actions, une cession d'entreprise ? À aujourd'hui, non. Quand les dates de cession sont fixées et sont fixées déjà depuis un certain temps, les dates de cession restent. D'accord. Donc, on organise la transmission dans ces cas-là avec les règles actuelles. Si on a besoin de passer des donations, ça ne nous pose aucun problème puisque le fait générateur, c'est toujours de la donation. Donc, à aujourd'hui, donc les règles sur cette partie-là d'optimisation, on les connaît. C'est uniquement sur la partie impôt sur le revenu où là, on a un doute jusqu'à la fin de l'année et il sera toujours temps de pouvoir essayer d'optimiser et d'amoindrir le coût fiscal en fonction de ce qui se dégagera dans les prochaines discussions et dans les prochaines semaines. Benoît Lombard, si on parle placement et qu'on lit ça également au contexte économique, contexte de baisse de taux ou d'amorçage de baisse de taux des différentes banques centrales, est-ce qu'on change radicalement la manière d'investir qu'on peut avoir depuis un mois et ce jusqu'à la fin de l'année ? Je sais que beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine parlent de plus en plus de l'assurance vie luxembourgeoise, par exemple, pour remettre ça en corrélation avec un contexte politique. Est-ce qu'on change de manière de faire ou on garde une stratégie de long terme, comme nous le disait Amélie Branchu ? Il y a deux questions. Donc l'assurance vie luxembourgeoise, on en parlera juste après, c'est un véhicule d'investissement. Ce n'est pas l'instrument qui permet effectivement d'investir, mais ça ne parle pas de sous-jacent. On va revenir un peu sur le sous-jacent par rapport à la baisse des taux. Franchement, on le savait qu'il y aurait une baisse des taux. C'est un moment qu'on en parle. Donc cette baisse des taux, elle a même été plus tardive. Et on a toujours dit à nos clients, je rappelle, qu'on a mis un peu plus de 10 ans pour passer d'un taux de 3 à 0% sur les emprunts d'État. Et puis en 9 mois, en 2022, on est passé de 0 à 3%. Donc il y a un crack obligataire. Et ce crack obligataire a donné des opportunités en 2023. Et là, on a pu emmagasiner notamment des portefeuilles obligataires. On sait que les obligations étaient délaissées pour le rendement qui n'était pas excellent avant ce crack obligataire. Quand on était à 3%, on a eu quand même des opportunités intéressantes, notamment sur les obligations corporate, qui nous permettaient de cristalliser des taux de rendement sur une durée de 3, 4, 5 ans. Eh bien, on est dans ce contexte-là. Et si jamais... Là, on est encore dans ce contexte-là. On est encore. Alors, c'est moins intéressant qu'au 1er janvier de cette année. D'accord. Donc, c'est évident. Mais néanmoins, on a quand même des taux qui demeurent intéressants parce qu'on sait que la poursuite de la baisse des taux devrait être enclenchée dans les mois à venir et que donc on est encore temps de constituer un portefeuille obligataire qui permet, je répète, de cristalliser le taux sur 3, 4, 5 ans en investment grade ou en high yield. Donc ça, c'est l'intérêt qu'on a encore sur l'obligation. Mais attention, donc à un moment donné, ça s'arrêtera.
Donc selon, bien évidemment, l'évolution des taux en liaison avec des données macroéconomiques, d'inflation notamment. Ça, c'est le premier bloc. Deuxième chose, c'est l'assurance vie luxembourgeoise. Alors ça, c'est une autre question. Oui, donc, effectivement. Mais c'est un sujet qui revient de plus en plus bien quand même, sûr. depuis les législatives. Bien sûr, je rappelle qu'on est dans un contexte de libre circulation des personnes et des capitaux. Il ne s'agit pas d'ouvrir une contrat d'assurance vie émis au Luxembourg pour des raisons fiscales. Il n'y a strictement aucun intérêt. En revanche, il peut y en avoir pour diversifier ses placements et puis aussi pour se protéger de modifications fiscales françaises ou juridiques françaises qui pourraient bloquer l'épargne ou engendrer une taxation qui serait désagréable dans l'hypothèse, bien évidemment, où on aurait une politique fiscale qui n'aurait rien à voir avec celle que veut mettre en place le gouvernement actuel, si vous voyez ce que je veux dire. Okay. Donc, et c'est en ce sens-là que l'assurance vie au Luxembourg peut avoir aussi un peu de sens, mais je rappelle surtout que c'est un outil de diversification, c'est un outil qui permet des émetteurs d'avoir des gestions qui soient indépendamment de l'euro. Hein. En France, vous investissez dans un contrat d'assurance vie, vous êtes naturellement en euros, pas au Luxembourg. Vous allez avoir un contrat qui est en dollars, par exemple, et ce qui permet de diversifier ses placements. Donc il y a tout un tas et puis aussi, bien évidemment, c'est un instrument qui permet d'avoir une portabilité au sein de l'Union européenne que n'a pas naturellement le contrat de droit français. Donc on ne fuit pas l'impôt, mais on s'offre un peu plus de souplesse de gestion, effectivement, en allant dans un autre pays européen, si je comprends bien. Autre question, et qui fera le lien avec l'obligataire dont vous nous avez parlé, effectivement, tout à l'heure. J'ai un chiffre qui descend. Je vous laisse remonter. Voilà, pardon. Autre question, alors, en lien avec l'obligataire, on a beaucoup parlé du fait de cette hausse des taux donc précédente, des opportunités que cela pouvait générer sur les produits structurés, et notamment sur certains produits structurés qui pouvaient proposer du capital garanti. Est-ce qu'avec une amorce de baisse de taux, il faut oublier les produits structurés ou il reste encore des opportunités? Non, pas du tout. Justement, sur les produits structurés, on a une opportunité de pouvoir créer des produits. Je rappelle qu'au sein du groupe, Maison La Place est une entité du groupe Cristal. On a une entité qui s'appelle Zénith Capital et qui, avec des conseils de grande qualité, et notamment pour profiter de cristalliser des taux de rendement qu'on ne pourrait pas avoir demain lorsqu'on aura cette baisse des taux. Et donc, il est possible de créer des produits structurés avec des coupons dont intéressants, 5,5 et une garantie en capital. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Certes, une garantie en capital sur une durée qui est longue, mais qui permet d'anticiper la baisse des taux à venir. Donc, plus que jamais, les produits structurés ont du sens dans le cadre d'une construction d'un patrimoine qui doit faire attention à une évolution des taux qui devrait naturellement descendre. Si je comprends bien, Amélie Branchu, et on finira là-dessus, le contexte économique invite à une certaine urgence en matière de placement et le contexte politique invite à attendre un maximum quand même jusqu'à la fin de l'année. Il faut réussir à gérer les deux. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais les deux se combinent très bien et on a l'habitude de fonctionner de la sorte puisque de toute façon, que ce soit au plan législatif ou sur les marchés, les choses changent régulièrement et il est important d'adapter en permanence ces stratégies, qu'elles soient financières, fiscales ou juridiques. Donc c'est la norme. Merci beaucoup Amélie Branchu, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Arkea Banque Privée. Merci également Benoît Lombard, président de Maison La Place. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.